Allons commencer. Bonjour à toutes. Je voudrais saluer bien évidemment Maud Olivier qui est à mes côtés et qui est nommée rapporteur par rapport à la mission sur les études de genre. Saluer la présence de Chénès Kironi, députée de Meurthe-et-Moselle, et je suis Edith Gueniot, députée de Saône-et-Loire, et je vous prie d'excuser notre présidente Catherine Coutel qui n'a pas pu s'associer à nos travaux, et je la représente. Alors c'est un honneur de vous accueillir et puis de pouvoir présider cette table ronde consacrée à l'étude de genre dans le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche. Alors l'intérêt de cette rencontre et ce temps d'échange, c'est de permettre une réflexion. C'est aussi, je crois que tous les propos que vous allez nous évoquer vont nous permettre aussi d'appréhender notre société. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de questions qui se posent, et si nous voulons construire une société apaisée, eh bien, je crois qu'il faut que nous agissions en amont sur l'égalité femmes-hommes, et le genre en fait partie. Notre mandat, depuis 2012, a été ponctué par des temps forts, par des lois. Je voudrais rappeler aussi les temps forts sur les égalités entre femmes et hommes, mais aussi sur la volonté de travailler sur les inégalités, et rappeler qu'il y a eu l'ABC de l'égalité par rapport aux enfants, et que je pense que tout repose aussi sur l'éducation, et qu'à un moment donné, il est important de se saisir du sujet. Donc, je ne serai pas plus longue. Donc, ravie d'accueillir Madame Anne Berger, Nathalie Lapère, et puis Madame Hélène Périvier. Donc, dans le principe, 1h30 de réunion. Vous pourrez, je pense, vous présenter et parler de vos travaux à peu près une dizaine de minutes. Et puis après, nous ferons un temps d'échange entre députés. Et on a 3 thèmes de questions à vous évoquer. Donc voilà, un petit peu le contenu de cette réunion. Et merci à vous. Je suis ravie également de vous accueillir, juste pour préciser le pourquoi de ce rapport que nous souhaitons porter au nom de la délégation de droits des femmes sur les études de genre. J'avais fait inscrire dans la loi du 4 août, dans le premier article, le 11e alinéa, je crois, le fait que les études de genre devaient être connues, portées à la connaissance du public. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, bon, 2 ans après le vote de cette loi, nous souhaitons voir où on en est dans la diffusion des études de genre. Et puis, ce rapport aussi pourra peut-être permettre de mieux partager cette question qui peut-être encore un peu, sent peut-être encore un peu le souffre. Si vous voulez. Ça marche ? D'accord. Alors, je ne sais pas exactement comment vous voulez qu'on procède. Si vous voulez, enfin, j'avais pensé parler des résistances aux études de genre en France ou de l'histoire de ces résistances, mais peut-être d'abord que je vais me présenter d'abord et je vais présenter les raisons pour lesquelles je suppose j'ai été conviée ici. Donc moi, je suis professeure de littérature française et d'études de genre. J'ai longtemps enseigné aux États-Unis, c'est pas un hasard, dans une grande université. Et puis je suis rentrée en 2006. À l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, où se trouve un des plus anciens centres d'études de genre. C'est même le premier centre, le premier endroit où a été créée une formation doctorale dans ce domaine en 1974 par Hélène Cixous sous un nom différent, et centre qui a perduré malgré des aléas divers jusqu'à aujourd'hui. Donc, en prenant ce poste à Paris 8, j'ai accepté, je me suis inscrite dans ce centre-là, j'en ai pris la responsabilité. La période, je dirais, 2006-2010 a été assez difficile, puisque la situation alors était encore une situation, en ce qui concerne les études de genre, de non-reconnaissance, d'institutionnalisation déficitaire, de méfiance pour toutes sortes de raisons sur lesquelles nous pourrons revenir. Et puis, à partir de 2010,
Il y a eu, en tout cas en ce qui nous concerne, en ce qui me concerne et en ce qui concerne les institutions avec lesquelles je suis liée, un véritable tournant qui est en rapport avec des initiatives qui ont été prises au CNRS et en particulier à l'INSHS, l'Institut des sciences humaines et sociales du CNRS, sous la houlette, il faut quand même le saluer, de notre collègue Sandra Laugier, professeure de philosophie et directrice adjointe scientifique chargée de l'interdisciplinarité à l'INSHS. Alors, à partir de ce moment-là, en 2010, on a lancé un comité de pilotage, un groupe de travail qui avait vocation à réfléchir justement sur les modalités de développement et d'institutionnalisation des études de genre en France, sachant qu'il y a un paradoxe en France qu'on connaît bien. Le paradoxe, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, d'une part, ce qu'on appelle les études de genre a été nourri non seulement par la pensée américaine, comme on le dit souvent, trop souvent, mais d'abord et tout autant par la pensée française, et que précisément dans les années 70, c'est-à-dire à l'époque où les premiers programmes dans ce domaine s'ouvraient dans le monde anglophone, à commencer, il faut le dire, c'est vrai, par les États-Unis, quelque chose de semblable se produisait en France. Mais alors que ensuite, aux États-Unis, dans le monde anglophone et ailleurs, eh bien, ces études ont prospéré, en France, ça n'a pas été le cas du tout. Et elles ont plutôt, encore une fois, été en proie à toutes sortes d'embûches. Elles n'ont pas été reconnues par les tutelles. Le centre de Paris 8 auquel j'appartiens a été menacé plusieurs fois de disparition. Elles suscitaient la méfiance de nos collègues universitaires, même les mieux intentionnés, même dans des universités comme Paris 8, qui est réputée pour son ouverture d'esprit et sa dimension expérimentale. Donc il a fallu attendre longtemps pour que les études de genre prennent leur essor, et c'est le cas indéniablement, comme je vous le disais, depuis 2010. Alors les étapes sont les suivantes, en tout cas telles que moi je les ai vécues, et peut-être que mes collègues, en particulier de Sciences Po, auront autre chose à dire sur le sujet. En 2010, donc, on a lancé un comité de pilotage sur ces questions au CNRS, encore une fois sous la houlette de Sandra Laugier, et c'est ce comité qui a donné lieu à la création en janvier 2012 d'un groupement d'intérêt scientifique intitulé Institut du genre, et dont j'ai assumé la direction jusqu'au début de cette année-ci. Alors ce groupement d'intérêt scientifique Institut du genre, c'est un gros réseau de recherche qui regroupe 35 établissements d'enseignement supérieur et de recherche, donc c'est pas rien, hein, y compris alors le CNRS bien sûr au premier chef, mais aussi l'INED, l'INSERM, beaucoup d'universités, y compris c'est une institution qui nous a rejoint récemment, Paris-Sorbonne. Et à travers ce groupement, c'est plus de 90 laboratoires travaillant sur ces questions sur le territoire français qui sont reliés et qui collaborent à ce titre. Alors, je vous dis un mot des activités de ce groupement. Il a plusieurs missions. Enfin, l'Institut du genre, si vous voulez, a plusieurs missions. Contribuer à la reconnaissance scientifique, à l'extension géographique et la coordination institutionnelle de ces recherches en France, donner, à la faveur de diverses actions de soutien, une visibilité internationale aux recherches menées en français dans ce domaine, favoriser l'émergence de nouvelles formes de collaboration scientifique, y compris avec des partenaires étrangers, et encourager les recherches interdisciplinaires ou transversales à périmètre multiple, à l'intérieur des sciences humaines et sociales, mais aussi entre les sciences humaines et sociales et les autres domaines scientifiques. Donc, ça a été créé en janvier 2012. Nous nous sommes donné un certain nombre d'outils, alors évidemment aussi une gouvernance, conseil scientifique, etc. Bon, direction scientifique à 3 personnes. Et je pense que nous avons mis au point des outils utiles. Nous avons mis l'accent sur la jeune recherche, en créant des bourses pour la mobilité, en créant un prix pour le meilleur doctorat en études de genre, un prix annuel que nous remettons,
et toutes sortes d'autres choses dont je pourrais éventuellement vous parler. L'Institut du genre fonctionne comme une sorte de catalyseur, mais aussi d'amplificateur des recherches dans ce domaine en France, et comme une petite agence de moyens. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on a créé en janvier 2012. Le premier quadriennal de ce groupement s'est donc terminé en 2015, et puis il a été renouvelé à nouveau pour 4 ans. L'une des choses dont nous avions parlé, justement, c'était quelle modalité institutionnelle trouver pour épauler ces recherches. Nous avons pensé qu'il fallait que ce soit quelque chose qui soit opératoire à l'échelle nationale, hein, d'où l'idée de choisir plutôt ce qu'on appelle en langage CNRS un GIS, un groupement d'intérêt scientifique. Et l'autre, comment dire, l'autre chose, l'autre facilité donnée par ce type de structure, c'est qu'elles sont renouvelables, hein, elles ne sont pas limitées dans le temps, comme le sont d'autres types de structures institutionnelles, CNRS ou universitaires. Donc on a créé ce groupement qui fonctionne très bien et qui vient d'entamer son deuxième quadriennal sous une autre direction. Et puis, par ailleurs, au même moment, et depuis donc 2010, des postes de chargés de recherche au CNRS coloriés genre ont été mis au concours dans diverses sections sciences humaines et sociales, avec un certain succès. Au même moment, un RTP, alors les acronymes c'est terrible, partout en France et dans l'université ou dans le monde de l'université de la recherche, RTP ça veut dire, je crois, réseau thématique prioritaire, études de genre avait été créée en même temps, et puis la mission pour l'interdisciplinarité du CNRS, toujours sous la houlette de Sandra Logier, a créé ce qu'elle a appelé un défi genre. Et là encore, il s'agissait, à la faveur d'appels à projets, de susciter des études, des travaux, des recherches à l'intersection, à l'interface des sciences humaines et des autres sciences, des sciences dites dures ou dites exactes. En 2013-2014, vous avez dû en percevoir certains échos. Le CNRS, et par la voie du GIS, enfin du groupement d'intérêt scientifique Institut du genre, a été en première ligne. Donc ça, c'est là qu'on voit l'articulation possible aussi entre recherche et politique publique dans la polémique médiatique et politique qui a entouré la fameuse question de la théorie du genre. Et donc nous avons expliqué dans les journaux, à la radio, etc., qu'il n'y avait pas la théorie du genre, qu'il n'y avait pas une théorie du genre, mais qu'il s'agissait d'un champ interdisciplinaire, composite, pas du tout d'une doctrine, dans lequel s'expriment des sensibilités et des options théoriques et épistémologiques très diverses, comme dans n'importe quel champ de recherche, comme si, par exemple, quand on fait de l'histoire, tout le monde faisait de l'histoire de la même manière, comme s'il n'y avait qu'un seul type d'histoire, hein, et pas des milliers non, des dizaines de manières de pratiquer l'histoire et de sous-champs scientifiques. Bon, c'est la même chose dans ce champ-ci. À ceci près, bien sûr, que les études de genre ne sont pas une discipline, mais bien, encore une fois, un champ de recherche. En septembre 2014, le GIS, l'Institut du genre, a organisé un grand congrès national des études de genre qui a eu lieu à Lyon, en particulier à l'ENS de Lyon. Donc nous avons l'ENS de Lyon et nos collègues de différentes universités lyonnaises ont collaboré avec nous, qui a eu un grand succès avec plus de 500 participants. Et enfin, tout cela a aussi débouché sur la création, en janvier 2015, de la première unité mixte de recherche, alors encore le jargon de la recherche, unité mixte de recherche CNRS Université en études de genre et de sexualité, c'est le LEG, Laboratoire d'études de genre et de sexualité, donc CNRS Université Paris 8 et Université Paris Ouest, et que donc je dirige. Donc c'est la deuxième fois que je suis directrice fondatrice d'une nouvelle structure. Et
donc cette structure est interdisciplinaire, très interdisciplinaire, sur un mode que je pourrais décliner tout à l'heure si vous le souhaitez, mais peut-être que je vais laisser la parole à mes collègues. Merci Madame Berger. Je vais donner effectivement la parole à Nathalie Lapère, qui est sociologue et maître de conférences. Oui, alors moi je vais un peu vous parler de la situation toulousaine, puisque Toulouse est aussi un grand pôle et un grand centre en études sur le genre en France, en tout cas a une posture assez fondatrice dans ces recherches-là, à partir notamment des années 70, avec déjà des premiers groupements de recherche, et un moment très important et fondateur dans les études sur le genre, qui est le colloque de Toulouse de 1982, qui s'était intitulé « Femmes, féminisme, recherche », et qui a été un moment important, et en tout cas qui a été une des pierres, en tout cas au début, du processus d'institutionnalisation des études sur le genre en France, puisque suite à ce premier colloque en 82, finalement, plusieurs programmes de recherche avaient pu être financés par le CNRS sur la question du féminisme, des femmes et des rapports sociaux hommes-femmes, des rapports sociaux de sexe. C'était les termes qui étaient utilisés à l'époque. Donc, je me trouve depuis une dizaine d'années dans cet héritage qui est assez important à Toulouse. Moi, j'occupe un poste de sociologue. Je suis maîtresse de conférences en sociologie et j'occupe un poste fléché sociologie des rapports sociaux de sexe, qui est l'héritage d'un des postes qui avait été créé en 1991. En 1991, il y avait eu 2 postes qui avaient été fléchés par le ministère de l'Enseignement supérieur, qui avaient été élaborés notamment sous l'effet de la pression d'un certain nombre de groupes, et notamment de l'ANEF, l'Association nationale des études féministes, qui déjà faisait remonter dans les années 80 les besoins d'encadrement et les besoins en enseignement, en études sur le genre. Et donc ces postes ont peu ou prou réussi à être... Enfin, il n'y a pas beaucoup de postes, il y en a moins de 10. Ils ont réussi à être réfléchis au fur et à mesure des changements de personnes. Donc, il y a eu, en tout cas à Toulouse, tous ces moments importants. Il y a eu une équipe une équipe de recherche qui a structuré ces recherches-là au niveau local. C'est l'équipe Simone Sagesse, qui veut dire savoir, genre et rapports sociaux de sexe, qui a eu 20 ans d'existence à peu près, de 86 à 2006. Et donc, les recherches sur le genre se sont développées à Toulouse de manière pluridisciplinaire à partir de cette équipe de recherche qui travaillait sur des thématiques assez larges, qui travaillait essentiellement sur les questions de travail, sur les questions de politique. On avait aussi essentiellement des sociologues et des personnes en sciences sociales, mais également des historiennes, avec des thématiques aussi autour des sexualités qui se sont développées dans ces années-là. Ensuite, il y a eu quelques retournements, puisque au milieu des années 2000 à peu près, on a été obligés finalement de se regrouper au fil des injonctions ministérielles. Notre laboratoire était trop petit. Il y avait à peu près une dizaine d'enseignants-chercheurs très actifs sur cette question-là. On avait des financements conséquents, mais voilà, dans le paysage politique de la recherche, à ce moment-là, ce n'était plus tenable. Et donc, nous avons dû intégrer un plus gros laboratoire de recherche du CNRS, qui est le CERTOP. Et de fait, on est passé du statut d'équipe de recherche avec un financement dédié à un axe, finalement, d'un laboratoire de recherche. Et à l'époque, nous l'avons plutôt vécu assez négativement. Et je dirais que même si on a été bien accueillis dans ce laboratoire de recherche, l'histoire nous montre qu'effectivement, au fil du temps, on a quand même perdu un certain nombre d'acquis, puisque nous avons perdu du budget, forcément, quand on est un axe d'un labo, même d'un gros laboratoire de recherche, finalement on y perd. Il y a eu des départs à la retraite ou des changements de vie professionnelle qui n'ont pas été remplacés. Donc au fil du temps, on se retrouve un tout petit nombre de personnes, certes très actives, mais qui finalement devront faire face à une demande sur le genre, que ce soit du côté des enseignements ou du côté de la recherche, je pense aux demandes en formation, mais aussi aux demandes en encadrement de thèse, qui ne cessent, je dirais, d'augmenter. C'est vrai que depuis 10 ans, je trouve qu'on a de plus en plus, déjà, on a un master à Toulouse dont je vais parler, on a de plus en plus de candidatures et on sent qu'il y a une pression, une demande et quand même un engouement des étudiants et des étudiantes qui est assez fort, d'étudiants et d'étudiantes qui viennent de France comme de l'étranger. Donc la demande, on l'a en face de nous et c'est vrai que nous, on sent qu'il y a de moins en moins
de forces actives, en tout cas à notre niveau local. Et au regard du contexte à la fois de la recherche et du recrutement dans l'enseignement supérieur, on peut quand même être assez pessimiste, et notamment sur les possibilités de création de postes. Puisque finalement, c'est quand même ça le nerf de la guerre, hein, au-delà des financements de la recherche dont parlait Anne-Emmanuelle Berger autour du GIS-genre. Donc on est plutôt dans une situation de cet ordre-là. Alors, pour voir la situation du côté local, à Toulouse, on a toujours été finalement partie prenante d'un certain nombre de structurations nationales auxquelles on a contribué. Alors, à Toulouse, on a beaucoup contribué aux activités de l'Association nationale des études féministes depuis les années 80, en essayant d'avoir systématiquement une représentante toulousaine au conseil d'administration, par exemple. On a essayé quand même de mener un certain nombre d'études et de recherches et de mobiliser les pouvoirs publics sur ces questions-là. On a participé à des réseaux aussi de diffusion de la recherche et des enseignements comme le RING, le réseau interdisciplinaire national sur le genre. On a également beaucoup participé au MAGE, qui est un groupement de recherche, marché du travail et genre qui existe depuis un peu plus de 20 ans et dont je suis coprésidente actuellement. Et puis on participe également à tout ce qui se fait sur le genre et notamment au GIS genre où j'étais au dernier comité directeur. Donc voilà, donc on a plutôt une situation à Toulouse où on a essayé de structurer la recherche parce qu'effectivement il y a eu l'équipe Simone Sagesse qui a été un moment important de structuration de la recherche. Au fil du temps, finalement, ce dynamisme de la recherche au niveau local a fait des petits, en fait, et beaucoup de disciplines se sont aussi emparées de cette question-là. Et donc, à Toulouse, nous sommes structurés depuis une dizaine d'années, toutes disciplines confondues, autour d'un réseau qui s'appelle Arpège, approche pluridisciplinaire du genre, qui rassemble à peu près 80 enseignants-chercheurs et 40 doctorants et doctorantes, toutes disciplines confondues, sciences sociales et sciences dures essentiellement. Et donc, on a des difficultés quand même de structuration de ce réseau-là dans un monde qui fonctionne avec des financements par projet. Donc, on a du mal quand même à assurer la pérennité de cette structure, qui est une structure qui est un lieu extrêmement précieux, et notamment quand on est en province, de lieux de rencontre. Et je vois notamment, pour les chercheurs, c'est sûr, mais surtout pour les doctorants et les doctorantes qui peuvent organiser des séminaires en commun, etc. Et des doctorantes en études sur le genre, quelle que soit leur discipline, qui ont souvent plus de points communs, finalement, que de points communs avec les autres doctorants et doctorantes de leur propre laboratoire de recherche dans les disciplines. Donc, ce sont des lieux quand même de ressources assez importants, et on organise beaucoup d'activités scientifiques. Nous organisons également un séminaire doctoral qui regroupe plusieurs écoles doctorales de différents champs disciplinaires. Donc, on essaie de faire pérenniser ces structures, et ça demande effectivement beaucoup d'énergie. Ça nous a même mené à créer un master un peu à la carte sur ces questions-là, de manière pluridisciplinaire, mais j'en parlerai tout à l'heure dans les questions. Donc voilà, je vais peut-être passer la parole. On accueille bien sûr Madame Hélène Périvier, qui est économiste à l'OFCE. Alors, c'est-à-dire l'Observatoire français des conjonctures économiques. Oui, qu'est-ce que cela a à voir avec les études de genre? Je vais essayer de vous l'expliquer. Donc, merci beaucoup de m'auditionner sur cette commission sur les études de genre. Donc, je vais peut-être vous parler de ce qui se fait à Sciences Po, et puis peut-être des collaborations qu'on a avec d'autres institutions en France et à l'international. Donc moi, je travaille à l'OFCE, donc l'Observatoire français des conjonctures économiques, qui est rattaché à Sciences Po. Et avec ma collègue Françoise Milewski, en 2010, nous avons proposé à Sciences Po de créer le programme Présage, qui est le programme de recherche et d'enseignement des savoirs sur le genre, partant du principe que déjà à Sciences Po, un certain nombre de chercheuses travaillaient sur les questions de genre, mais que ces études manquaient de visibilité, de dynamisme, de cohérence. En tout cas, il y avait clairement quelque chose à faire sur cette question-là. Et puis, il y avait très peu d'enseignements à l'époque à Sciences Po.
en études de genre. Donc le programme Présage a été officialisé en 2010 sous la présidence de Richard Descoings et de Jean-Paul Fitoussi pour l'OFCE. C'est un programme qui vise à la fois à dynamiser la recherche et favoriser la pluridisciplinarité. À Sciences Po, les 5 grandes disciplines qui sont représentées sont des disciplines en sciences sociales, le droit, l'économie, la science politique, la sociologie et l'histoire. Donc le but de Présage était de faire connaître les chercheuses et les chercheurs qui travaillaient sur le genre et d'essayer de créer des ponts entre eux pour dynamiser la recherche. L'idée était aussi d'essayer de créer des ponts entre cette recherche académique extrêmement riche, comme ça a été dit par mes collègues, vaste, dans lequel les controverses et les débats sont nombreux, ce qui nous fait évidemment dire qu'il n'y a pas de théorie du genre, mais il y a bien sûr un champ de recherche très riche en études de genre. Et l'état du débat public qui n'est peut-être pas toujours à la hauteur de ces travaux et de ces recherches qui sont produites dans la sphère académique. Donc une de nos ambitions était d'essayer de construire des ponts entre la recherche et le débat public en diffusant ces savoirs. Donc la première façon pour nous de les diffuser a été de créer des conférences, donc des conférences Présage, il y en a à peu près 7-8 organisées par an, qui visent à mettre en visibilité le travail de chercheurs sur ces questions-là, de façon assez pédagogique. Donc le public qui assiste à ces conférences sont à la fois des étudiants, des chercheurs, mais beaucoup du monde associatif, de personnes actives sur les questions d'égalité femmes-hommes, donc un public assez varié. Donc là, on essaye vraiment de diffuser ce qui se fait dans la sphère académique. Bien sûr, c'est des chercheurs qui viennent de tous horizons, hein, pas seulement de Sciences Po, mais aussi de l'étranger, mais de France, de tous nos collègues possibles. Et puis l'autre moyen de diffuser les savoirs, c'est bien sûr les enseignements. Donc à l'époque, à Sciences Po, il y en avait très peu. Alors aujourd'hui, on a réussi à introduire un certain nombre de cours sur le genre. L'approche que nous avons choisie, une approche transversale, pas spécifique, en tout cas pas dans un premier temps. L'idée pour nous était de faire en sorte que tout étudiante sortant de Sciences Po puisse avoir eu à un moment ou à un autre dans sa scolarité un enseignement sur le genre. En deuxième année, nous avons donc pu introduire 5 grands cours, en fait il y en a 6, 5 grands cours sur le genre qui font partie des 5 grandes disciplines enseignées à Sciences Po. Il y a donc un cours en économie sur le genre, un cours de droit, d'histoire, de sociologie, de sciences politiques. Et puis au niveau master, ce qui est peut-être là où c'est un peu plus compliqué parce que les maquettes sont plus serrées, nous avons eu pendant 3 ans un enseignement qui était réalisé par Geneviève Fraisse, qui était un enseignement commun à tous les masters, qu'elle n'a pas pu renouveler. Et donc là, nous avons 2 nouveaux cours qui ont été ouverts à Sciences Po en formation commune, donc accessibles à tous les étudiants et les étudiantes de Sciences Po qui sont dans les écoles et les masters de Sciences Po, qui donc sont un en anglais et un français. Donc on essaye petit à petit d'essayer d'élargir cette offre de cours. Il y a bien sûr aussi beaucoup de cours électifs qui sont proposés aux étudiants, que ce soit au niveau master ou au niveau du collège. Donc pour la diffusion des savoirs, voilà, on a essayé de mettre l'accent à la fois sur les cours et à la fois sur les conférences que nous pouvons organiser. Alors bien sûr, il y a alors je rejoins ce qui a été dit, il y a une très forte demande de la part des étudiants. Donc à Sciences Po, nous avons à la fois des étudiants étrangers, mais aussi des étudiants français. Pour une partie des étudiants étrangers ont plutôt un très bon niveau en matière d'études de genre, ce qui n'est pas toujours le cas des étudiants français. Cette demande très forte des étudiants, surtout au niveau master, nous permet de faire, en tout cas d'essayer de faire avancer, d'augmenter l'offre pédagogique en études de genre à Sciences Po, mais on est encore très loin du compte. Et il y a encore beaucoup à faire en la matière, donc c'est un champ qui reste encore à étendre. Alors, s'agissant des travaux qui sont menés, l'optique est bien sûr celui de la pluridisciplinarité. Je voudrais préciser qu'à Sciences Po, nous avons aussi, nous coordonnons aussi un projet européen qui vise à changer, à promouvoir l'égalité dans la recherche. Donc, ce projet s'appelle EGERA, Effective Gender Equality in Research and the Academia. Excusez-moi, c'est un acronyme, c'est en anglais, c'est la Commission européenne. Ce projet européen qui a commencé en janvier 2014 et qui se terminera en décembre 2017, donc 4 ans de projet, avec un consortium de 7 universités et centres de recherche européens, vise à essayer de promouvoir l'égalité femmes-hommes dans la recherche, tant sur les carrières académiques, les carrières administratives, la vie étudiante, mais aussi les savoirs sur le genre, leur valorisation et les études de genre, ainsi que les cours et l'offre pédagogique. Donc c'est un projet qui nous a permis de collaborer avec d'autres grandes institutions d'enseignement et de recherche en Europe.
Au niveau français, nous collaborons aussi beaucoup avec nos collègues, alors le MAGE, avec lequel nous avons très souvent collaboré, Margaret Marvani, et puis la revue qui est associée, Travail, Genre et Société, qui est une revue pluridisciplinaire qui vise à là aussi diffuser les savoirs en études de genre dans une optique très ouverte et donc qui permet vraiment d'essayer de valoriser ce qui est produit dans la recherche académique. Donc je fais partie du comité de rédaction de cette revue extrêmement riche. Au-delà de cette collaboration, nous avons en 2012, avec des collègues de la Commu, créé un réseau qui est le réseau Floras Ristan, qui aujourd'hui s'institutionnalise autour de la Cité du genre au sein du SPC. La Cité du genre vise à mettre en visibilité au niveau du SPC les études de genre, à la fois les enseignements, les recherches qui sont produites, essayer de promouvoir les thèses et les doctorats en études de genre. Donc il y a un vrai travail qui commence à ce niveau-là pour essayer de développer, de valoriser ce champ de recherche, et encore une fois avec une demande très forte des étudiants. Voilà, je pense que j'ai assez rapidement fait le tour de ce que nous avons pu faire à Sciences Po et de nos collaborations avec d'autres institutions. Merci pour tous ces témoignages et pour tous vos travaux. Alors, je pense qu'on va peut-être commencer. Alors, on a plusieurs questions à vous poser, hein, donc on a un temps limité. Moi, j'avais une question, puisque vous avez parlé de l'Europe. Avez-vous connaissance de l'état des études et des enseignements sur le genre à l'international et comment on peut comparer avec la France, puisque nous sommes relativement peut-être en retard par rapport aux étudiants qui viennent de l'étranger. Et voilà, est-ce que vous pouvez nous faire une comparaison sur la situation actuelle de la France? Peut-être très rapidement. Je pense que d'abord, il y a une très grande disparité selon les disciplines. C'est-à-dire que les études de genre sont parfois bien implantées en France dans certaines disciplines, mais je laisserai mes collègues répondre. Des disciplines qui certainement sont très en retard par rapport à nos collègues étrangers. C'est vrai en économie, la question du genre est très peu abordée dans les enseignements en économie en France, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays. Et c'est peut-être encore plus vrai dans le droit et les études juridiques, où là, il y a clairement un manque assez criant de la France de ce point de vue-là. Ensuite, je pense qu'au niveau européen, il y a encore une fois de très grandes disparités selon les pays. L'Espagne, par exemple, est assez en avance. Il y a beaucoup d'études de genre qui sont développées en Espagne. Nous avons un partenaire au sein des GERA, qui est l'Université autonome de Barcelone, dont on peut voir que c'est une question qui est assez transversalement mobilisée, y compris au-delà des sciences humaines, mais pour toutes les sciences de la santé, les sciences de la vie, qui sont aussi assez impliquées sur ce domaine-là. Voilà. Si je peux ajouter certaines choses à propos de l'Europe, et du monde en général. Bon, aux États-Unis, bon, évidemment, je pense qu'il y a à peu près 600 programmes de formation et de recherche dans le domaine de l'urgence sur environ 2000 institutions universitaires, donc ça donne à peu près une idée. Je rejoins ce que vient de dire ma collègue Hélène Périvier, c'est-à-dire qu'en Europe, c'est vrai, les études de genre sont plus développées et depuis plus longtemps mieux installées en Espagne, par exemple. Elles sont très développées en Europe du Nord, Suède, Finlande, Norvège, depuis longtemps. Je dirais, et là, sous impulsion gouvernementale, alors qu'en France, elles ont eu tendance jusqu'à très récemment à se développer, non pas avec l'aide des tutelles, mais un peu contre elles, ou malgré elles. Donc ça, c'est une situation notable. Nous savons aussi que les études de genre, enfin, sous des appellations diverses, sont en plein développement, à la fois en Inde et en Chine. Et puis, elles sont aussi très actives en Amérique latine. La situation de l'Italie est un petit peu particulière puisqu'il y a des raisons comme ça historiques qui font que l'Italie, enfin en tout cas dans certains secteurs, a résisté à l'idée de l'institutionnalisation. Mais enfin, c'est aussi très dynamique. Encore une fois, c'est vrai que la France, de ce point de vue-là, a fait figure de retardataire. Et pour ajouter aussi à ce que disait Hélène Périvier, en ce qui concerne les disciplines,
c'est vrai que les études de genre, c'est majoritairement, en tout cas en France, sciences sociales avec des disciplines reines, histoire, sociologie, sciences politiques, dans une moindre mesure anthropologie. Mais ce n'est pas nécessairement le cas dans d'autres endroits. Aux États-Unis, les études de genre sont beaucoup passées par ce qu'on pourrait appeler grosso modo la philosophie, voire la littérature. Et en ce qui nous concerne à Paris 8 et au LEG, justement, une des spécificités de ce que nous faisons, c'est de faire collaborer, et nous y tenons beaucoup, les sciences humaines et sociales, les humanités et les arts, donc une interdisciplinarité large. J'ajoute, comme complément d'information aux informations qui ont été données par mes deux collègues, que d'après nos informations à l'Institut du genre, il y a en France, à l'heure actuelle, 7 masters, c'est-à-dire 7 formations diplômantes autonomes au niveau master, effectivement Lyon, Toulouse, Paris 8, Paris Diderot, la Sorbonne Nouvelle, le HESS et un master en création à l'Université de Bordeaux. Et il y a 2 formations doctorales, c'est-à-dire 2 universités qui délivrent formellement un doctorat en études de genre. C'est Toulouse, si je ne me trompe pas, vous me dites, Nathalie, et puis Paris 8. Et à Paris 8, maintenant, ce doctorat est adossé à cette UMR, unité mixte de recherche LEG. Merci. Peut-être. Oui, un petit éclairage là sur le niveau européen. Donc, j'ai pas parlé du master GEPS, genre égalité et politique sociale de l'université Toulouse 2, qui est un master qui existe depuis 23 ans. Donc, on a vraiment un recul sur les questions de professionnalisation. C'est un master qui vise à former des professionnels de l'action sociale avec une lecture critique des inégalités hommes-femmes et en mobilisant les outils théoriques des études sur le genre. Donc là, on est en plein sujet. Et le but de notre formation, qui est à la fois théorique et très professionnalisante, c'est de former des professionnels à l'égalité des sexes et dans différents champs, à la fois dans la formation, dans l'insertion, dans le domaine du logement, la santé, etc. Donc on est sur une grille de lecture générale qui peut s'appliquer à différents domaines des politiques publiques, tant dans les collectivités territoriales que dans les structures associatives, voire même les entreprises. Et je rebondis sur ce master parce que depuis 6 ans maintenant, nous avons monté avec nos collègues de Lyon 2 un master européen qui est adossé au master GEPS, mais également au master de Lyon, qui s'appelle EGAL, études de genre pour l'égalité dans les sociétés. Alors c'est une possibilité en fait de mobilité pour les étudiants et les étudiantes de ce réseau-là pendant un certain nombre de semestres dans un certain nombre de pays. Donc on a 8 pays. Donc il y a la France avec Toulouse et Lyon, mais également la Grande-Bretagne, la Suède, la Finlande, la Roumanie, l'Espagne, la Suisse, la Belgique. Et on est en train d'étendre le réseau. Et effectivement, on se rend compte qu'on n'en est pas du tout au même degré d'institutionnalisation des études sur le genre dans ces différents pays. Et effectivement, les situations sont très contrastées entre nos collègues, par exemple, finlandaises ou même britanniques, et notre collègue roumaine, par exemple, qui en est au balbutiement des études sur le genre. Donc, en fait, dans la plupart des partenariats que nous avons dans ces différents pays, ce sont plutôt des enseignements qui sont assez théoriques et assez liés quand même à la formation par la recherche. Donc c'est ce qui nous différencie, nous qui, à Toulouse, nous sommes plutôt sur le volet professionnel dans le master, puis en plus, après on a le volet recherche au doctorat. Mais ce qu'on peut quand même observer, notamment à travers un projet européen qui continue ce projet EGAL, on a un projet européen qui s'appelle Passage, qui rassemble les mêmes pays et les mêmes partenaires et qui propose une réflexion justement sur les métiers de l'égalité et les métiers du genre en fait en Europe. Et là, on voit que quand même on a un petit peu de mal parce que en France, alors de fait de l'expérience de Toulouse et de la professionnalisation, on a quand même un retour sur les différents métiers qui sont occupés par ces professionnels et ces professionnels de l'égalité, alors que dans la plupart de nos pays européens partenaires, ces métiers n'existent pratiquement pas. Et on a un mal fou à les définir, à leur donner un nom. Alors on a un mal fou en France aussi, mais des fois on a l'impression qu'à l'étranger, et y compris dans les pays scandinaves, c'est pas non plus très évident.
Et donc, de fait, j'ai l'impression que les études sur le genre sont plus abouties quand même du côté de la recherche que du côté de la professionnalisation et de cette idée de faire fonctionner aussi ces compétences-là dans les politiques publiques et dans l'élaboration des politiques publiques. Merci pour cet état des lieux. Donc, la France peut mieux faire, n'est-ce pas? Oui. Donc, on est un petit peu là pour ça aussi, pour communiquer, informer. Donc, moi, je vais laisser la parole à Chénès Kérouni, qui est députée de Meurthe-et-Moselle. Merci beaucoup. Merci pour ces différents exposés. Alors, vous avez rappelé le retard pris par la France concernant les études de genre, en comparaison notamment avec les pays anglophones. Et vous avez évoqué également la polémique autour de la pseudo-théorie du genre, le genre qui renvoie, entre autres, vers la notion de sexe, du rapport homme-femme, de la construction de son identité. Et je perçois une certaine crispation, appréhension concernant ces questions, en tout cas en France. Et j'aurais voulu savoir, selon vous, que révèle le retard pris sur ces questions en France et la polémique autour notamment de l'ABC de l'égalité qui a fait l'objet d'une campagne de manipulation. Je vous remercie. Si vous permettez, je vais répondre sur la question du retard et pas d'abord sur la question de l'histoire de la théorie du genre, et sans doute mes collègues auront envie d'en dire quelque chose. Je pense que, puisqu'encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, en réalité, la France n'était pas en retard, c'est-à-dire que dans les années 70, la France, les pays anglophones, etc., étaient sur la même longueur d'onde. Donc ça, c'est important de le rappeler quand même, hein. Et puis, il y a eu, c'est vrai, des blocages institutionnels et politiques. Alors, selon moi, mais là, je parle à titre personnel, il y a à cela plusieurs raisons. D'une part, je pense que effectivement, il y a une rigidité du système universitaire français, qui reste un système, comment dire, jacobin, hein, c'est-à-dire que même si on nous parle d'autonomie des universités, etc., les formations sont dépendantes de politiques qui sont menées au niveau gouvernemental. On l'a vu, par exemple, encore tout récemment, alors même que, il faut le dire, depuis quelques années, et tout ce que disent mes collègues le confirme, les études de genre sont vraiment en voie de consolidation, d'institutionnalisation, et nous percevons très bien les effets. Alors, ce que Nathalie disait tout à l'heure, c'est vrai, il y a eu des aléas, comme ce qui s'est passé à Toulouse, le fait que vous avez que l'équipe indépendante dont vous releviez a dû intégrer un nouveau laboratoire qui n'était pas un laboratoire en études de genre, et donc ça crée des problèmes. Mais il y a eu aussi des mouvements inverses, puisque nous, par exemple, à Paris 8, c'est l'inverse. On était aussi une équipe indépendante, puis qui a rejoint un grand labo, puis qui finalement a eu la possibilité de s'intégrer donc dans ce nouveau laboratoire, donc d'études de genre indépendantes. Néanmoins, malgré ce moment quand même relativement favorable, il faut le dire, depuis, mettons, 2012, il y a eu l'affaire des nomenclatures ministérielles, c'est-à-dire que il y a peu d'années, au moment où il s'agissait de définir et de simplifier les diplômes nationaux, eh bien, nous avons dû, nous, en études de genre, nous mobiliser, car les études de genre ou les études dites sur le genre ne figuraient pas dans la nomenclature ministérielle, et nous avons dû donc nous battre pour qu'elles y figurent. Donc ça, c'est un problème constant. Il y a encore une fois une rigidité du système universitaire français. Il y a le fait que c'est un système extrêmement disciplinaire, aussi parce que l'université française, depuis la fin du XIXe siècle, avait été, comment dire, reconfigurée pour produire essentiellement des enseignants du secondaire et donc pour favoriser des disciplines traditionnelles, hein, avec l'agrégation, etc. Bon, il y a le fait que, et puis la disciplinarisation, elle a continué. Le Conseil national des universités, il a été créé ou recréé en 1992. Enfin, donc il y a des freins institutionnels multiples
au développement à la fois des études de genre comme telles et de manière plus générale de l'interdisciplinarité. Donc ça, c'est un élément qui complique beaucoup nos affaires, hein, c'est-à-dire c'est toujours le problème de la définition de l'autonomie scientifique de la recherche et de la formation en France, encore une fois dans un système qui reste largement jacobin et dans lequel on dépend, comme on dit toujours, du ministère, des tutelles, etc. Et ça pèse très lourdement dans la vie des universitaires, dans la vie pédagogique et dans la vie de la recherche. Et puis la deuxième raison, à mon avis, c'est la prévalence en France d'une certaine idéologie que je qualifierais, pour faire vite, de républicaine, qui dépasse là encore le clivage droite-gauche et qui informe un certain universalisme à la française, est telle que on pense que les études de genre sont une menace parce qu'elles représenteraient le triomphe intellectuel et politique du particularisme, du communautarisme ou de l'identitarisme. Alors qu'en ce qui nous concerne en études de genre, enfin c'est ce que j'ai l'habitude de dire, pour nous, l'étude de genre et l'étude du genre et des genres, l'étude des rapports sociaux de sexe, etc., relève de plein droit d'une anthropologie générale et non pas particulière, puisque les questions des rapports de sexe, hommes-femmes, ou des rapports de genre, féminin-masculin, de leur formation, de leur représentation, de leur inscription binaire, etc., concernent l'expérience à la fois intime et politique de tous les individus citoyens, et puisque tous les champs de savoir sont traversés ou concernés d'une manière ou d'une autre par les questions que nous posons. Donc là, ça c'est une façon de vous répondre un peu rapidement sur la raison des résistances à la fois culturelles et politiques en France à ce champ-là. Peut-être je vais laisser Oleg répondre sur la question des ABC de l'égalité et de la fameuse querelle sur la théorie du genre. Alors très rapidement, il y a beaucoup de questions dans votre question. De façon un peu générale, d'abord, je pense qu'il y a en France, je ne saurais pas dire dans quelle mesure c'est particulier à la France, mais en tout cas, on observe une très grande méconnaissance de ce sujet-là et un sentiment général dans le débat public que chacun peut avoir son opinion sur ces questions d'égalité, de genre, de sexe, etc. Or, je pense qu'il est extrêmement important de rappeler qu'il s'agit bien d'un champ de savoir, d'un champ de production de savoir complexe, avec du débat, de la contradiction. Donc, je pense que cette ignorance entre ce champ de savoir extrêmement riche et la façon dont le débat public s'organise, j'entends débat public pas seulement au niveau politique, hein, mais aussi dans la rue, puisque la contestation sur la dite théorie du genre, c'était bien une contestation de la rue, c'est une grande ignorance de ce champ de savoir. Et il faut reconnaître que parfois, dans le champ académique, il y a une grande résistance à reconnaître les études de genre comme un champ de savoir, et des chercheurs ou autres peuvent s'autoriser à dire des choses sur un sujet sans même en connaître la littérature, les controverses, les contradictions qui existent entre les personnes qui travaillent sur ce sujet. Donc je pense qu'encore une fois, les enseignements en études de genre, c'est un point absolument fondamental pour bien faire comprendre qu'il s'agit là d'un phénomène, d'un champ de recherche et de quelque chose d'éminemment complexe, et certainement pas que l'on peut galvauder sous ce parapluie d'études de genre, qui n'a évidemment aucun sens. Donc, la question de la valorisation de ces savoirs sur le genre dans la sphère académique est extrêmement importante. Les études de genre sont souvent des études pluridisciplinaires. Comme ça a été dit, c'est très souvent pas valorisé au niveau des disciplines. Moi, je suis économiste et je peux vous dire que travailler avec mes collègues juristes, historiennes, sociologues, politistes n'est pas forcément très bien vu par mes pairs. Donc là, il y a clairement une question en matière de valorisation des savoirs, de valorisation des parcours universitaires qu'il faut prendre en considération si on veut essayer de dynamiser ce champ de recherche. Très rapidement, sur l'ABC de l'égalité, mais ça rejoint un peu ce que j'ai dit, je pense qu'il y a une confusion peut-être. Alors, cette question de l'ABC de l'égalité qui essayait de sensibiliser les jeunes enfants au respect de l'autre et à l'égalité femmes-hommes a été ensuite peut-être instrumentalisée et mobilisée pour en faire un instrument de peur et de diffusion lié à l'ignorance dont je parlais tout à l'heure. Il y a eu aussi toute la polémique sur les manuels de SVT et l'introduction du genre dans ces manuels. Je pense peut-être qu'on gagnerait à distinguer la question de l'instruction de celle de l'éducation. L'instruction des savoirs, il s'agit bien à l'école d'instruire des savoirs. Il y a des savoirs qui changent, qui bougent dans le monde de la recherche. Et ce qu'on doit instruire aux enfants, c'est bien ces savoirs tels qu'ils sont. Or, aujourd'hui, le genre en fait partie.
Il est donc absolument indispensable que les jeunes à l'école puissent se voir instruire ces savoirs. Et puis, il y a la question de l'éducation qui est autre chose, l'éducation à la sexualité, l'éducation au respect des autres. Dans le Code de l'éducation en France, il est inscrit qu'il doit y avoir une sensibilisation à la sexualité et à l'école dès le plus jeune âge. Je ne suis pas certaine que ce soit le cas dans toutes les écoles. Peut-être qu'il faudrait investiguer pour essayer de voir dans quelle mesure cette partie-là du Code de l'éducation est appliquée. C'est dans ce lieu-là qu'on doit parler de sexualité, de rapport aux autres, de respect des autres. Et donc, je pense que la distinction entre les deux est extrêmement importante. Il y a d'un côté les savoirs qu'on doit instruire à l'école comme toute autre forme de savoir, et de l'autre, l'éducation au respect des autres, le civisme, la vie ensemble, le respect des autres, dont la question de l'égalité femmes-hommes, mais aussi du respect de la sexualité des autres, de ce que sont les autres, est extrêmement importante. Voilà. Merci. Je vais laisser la parole à Maud Olivier pour une question. Madame je voulais juste rajouter quelques mots, peut-être pour aller dans le sens de mes collègues, effectivement, sur le problème de la diffusion de l'expertise, et notamment là, à l'école, ça se voit très, très aisément. Le problème, c'est qu'en fait, ce sont des lieux, et notamment dans l'éducation, on a vu ce qui se passe quand même autour des ABCD de l'égalité, qui était quand même une version très, très soft du genre. Alors vraiment, il n'y avait rien à en dire sur le fond. Et pourquoi finalement ça suscite tellement de discours et de mobilisation. Et il faut savoir que dans l'éducation, et je le vois parce que j'ai des étudiantes qui sont en stage dans ces lieux-là et qui essaient de faire avancer les choses dans les rectorats, etc., on voit bien qu'il y a vraiment une place à prendre, et notamment parce que comme les spécialistes en études sur le genre qui déconstruisent les choses n'y sont pas, il y a d'autres discours qui s'infiltrent très, très, très aisément, et notamment le discours masculiniste dont on a régulièrement la trace. Et finalement, le corps enseignant reçoit ces discours-là qui sont pas du tout des discours genre, mais qui sont des discours visant à remettre en cause les acquis des recherches sur le genre, en travaillant effectivement ce que vous disiez sur les peurs, sur la perte des garçons, etc. Et ça effraie le corps enseignant, et du coup, il y a tout un travail à faire par derrière et tout à reprendre, et donc ça rend le travail encore plus difficile. Et effectivement, les influences sociales et sociétales peuvent faire des dégâts assez impressionnants. Et après, je voulais juste revenir sur un point. Tout à l'heure, Anne-Emmanuelle Berger évoquait la bataille autour des nomenclatures de master, qui est quand même un enjeu très, très important dans l'enseignement supérieur, et notamment le fait qu'une mention études sur le genre ait pu finalement être inscrite dans cette nomenclature. Moi, je trouve que c'est quand même un acquis très important. Et pour juste vous donner un éclairage sur le terrain, dans notre master genre égalité politique sociale à Toulouse, nous étions sur une mention sociologie. Là, dans la vague A, qui est celle de la maquette de l'année prochaine, de la nouvelle maquette, nous avons donc choisi de passer dans la mention études sur le genre, ce qui est totalement cohérent avec ce que l'on fait. Et on a pu quand même voir les bénéfices directs que ça pouvait nous apporter. Alors, non seulement en termes d'affichage, parce qu'effectivement, comme il y a peu de masters en études sur le genre, donc on a, en termes de communication et d'affichage, c'est beaucoup plus aisé que d'être noyé dans un plus grand département de sociologie, par exemple. Mais ça permet quand même de garder un bénéfice d'heures d'enseignement supérieur à ceux de nos collègues. Et donc après, ça induit des relations de concurrence et des situations compliquées. Mais en tout cas, nous, ce qu'on y a gagné, c'est des heures supplémentaires, c'est de ne pas être dans l'obligation, par exemple, de mutualiser des cours, et donc de perdre des heures et de perdre des collègues et de perdre des compétences. Donc vraiment, sur le plan des heures d'enseignement, on y a beaucoup gagné. Et de fait, je pense qu'on y gagnera aussi en légitimation et en qualité de l'enseignement et du suivi des étudiants. Merci. Maud. Merci de ces éléments. J'ai un certain nombre de questions. Je vais toutes vous les donner, et puis comme ça, vous pourrez vous répartir éventuellement les réponses. Déjà, ce qui me frappe, évidemment, c'est le problème de la diffusion de ces études de genre. Alors, on parlera peut-être des politiques publiques tout à l'heure, mais déjà, dans l'enseignement. Ma première question, c'est comment pourriez-vous intervenir dans les SPE pour faire partager justement ces savoirs sur le genre auprès des futurs maîtres, et en tout cas déjà des formateurs de maîtres, parce que je ne suis pas sûre que
qu'actuellement les formateurs aient déjà cette connaissance. Donc, comment vous pourriez intervenir? Je sais qu'effectivement, les universités ont la liberté d'organiser, enfin plus ou moins sur un socle commun, en tout cas les ESPE, mais peut-être qu'il faudrait peut-être un petit coup de pouce pour que ce volet-là devienne quelque chose d'incontournable. Alors, je ne sais pas comment il faut s'y prendre, mais ça me semblerait absolument nécessaire, parce que si on ne commence pas à ce niveau-là, c'est vrai qu'on n'arrivera jamais à faire en sorte que les enfants soient sensibilisés par leur maître. Et puis, ma deuxième question, alors je fais aussi partie du Conseil national de la culture scientifique, technique et industrielle. Et donc, actuellement, nous menons aussi des recherches sur la diffusion de la culture scientifique auprès des filles. Et je me disais que ce serait peut-être pas inintéressant également qu'on puisse faire en sorte que notre comité puisse porter un peu aussi ces études de genre comme étant un apport indispensable au partage de la culture scientifique, parce qu'on voit bien que les filles s'auto-censurent par rapport à ces études-là. Donc je voudrais travailler, moi, sur cet aspect-là. Et je pense que d'apporter aussi quelques notions d'études de genre sur ces domaines, parce que vous avez beaucoup parlé des sciences humaines et sociales, en fait. Mais il semble indispensable que les sciences dures doivent aussi être traversée par cette question du genre. Donc ce serait aussi une question, comment on peut faire pour apporter cet élément-là. Et puis, en fait, oui, directement, comment faire en sorte que les politiques publiques soient traversées par les études de genre. Alors on le voit dans les collectivités locales, puisqu'il y a Genre et Ville, enfin tout ça, ce sont des choses qui effectivement sont intéressantes à travailler, mais également dans les politiques publiques, quand on fait une loi, ce qui est notre cas, à Edith et moi-même, donc nous sommes des législatrices, et c'est vrai que les études de genre pourraient être un apport tout à fait important. Pas facile à porter, évidemment, mais je crois que ce serait intéressant aussi qu'on ait, de la vulgarisation, mais le mot n'est pas joli, mais enfin, pour faire comprendre à nos collègues à quel point c'est important d'avoir cette transversalité de pensée avant de créer une nouvelle loi ou d'en amender quelques-unes. Donc en fait, c'est les trois sujets qui concernent la diffusion, évidemment, vous l'avez compris, mais à trois niveaux un peu différents. Donc si vous pouvez nous donner des pistes, ça nous aiderait bien. Merci. Je vais répondre rapidement de façon un petit peu latérale. D'abord sur la question nous sommes tout à fait conscientes et conscients qu'il y a un chantier énorme qui est celui de la formation des maîtres. Ça, c'est absolument vital. Et il y a un certain nombre de chercheuses et de chercheurs en sciences de l'éducation, en particulier, qui sont mobilisés sur ces questions et qui essayent d'organiser les choses. Mais je voulais dire, et du coup je reviens un tout petit peu en arrière, que de ce point de vue-là, néanmoins, même si on n'est pas encore de façon systématique dans ces établissements de formation des maîtres, c'est à cela en particulier que servent nos masters. Nous voyons à Paris 8. Alors c'est vrai que l'une de vos questions, je l'avais notée, c'était comment on reproche souvent aux études de genre d'être trop théoriques, pourtant certaines formations sont professionnalisantes. Comment les études de genre professionnalisent-elles? Eh bien, nous constatons, nous qui avons à Paris 8 un master recherche, nous constatons justement que viennent vers nous des personnes déjà professionnalisées, et en particulier un certain nombre d'enseignantes, il faut le dire, c'est plutôt des enseignantes que des enseignants du primaire et du secondaire, qui viennent chercher justement de quoi réfléchir sur leur pratique et se donner des outils. Et les outils théoriques, c'est tout aussi important. Enfin, il n'y a pas d'outils pratiques sans outils théoriques. Donc ça, c'est important. On a aussi, justement, des travailleurs sociaux, des avocates. Enfin, vous voyez, bon. Donc, mais je laisserai peut-être mes collègues répondre plus spécifiquement sur la question de la formation des maîtres. Sur la question de la diffusion de la culture scientifique, oui, là, je pense que nous sommes tout à fait d'accord aussi. Maintenant, je dirais... comment dire, de mon point de vue, moi qui suis, si vous voulez, littéraire, enfin, qui travaille entre littérature et philosophie, je trouve non seulement, évidemment, dommage que les filles n'accèdent pas suffisamment, nous le savons, en suffisamment grand nombre aux carrières scientifiques, enfin, dites scientifiques, mais je trouve aussi dommage l'inverse, c'est-à-dire qu'on voit quand même depuis un certain nombre de décennies un phénomène qui s'accentue et qui est un phénomène de gendérisation, pardonnez-moi ce terme, ce barbarisme, des carrières telles que, effectivement, les filles restent plutôt dans le domaine des sciences sociales, humanités, etc.,
Et inversement, on manque de garçons dans les humanités. Et je trouve qu'il faut pouvoir penser les deux questions à la fois. Quelques éléments peut-être sur l'ASP, parce qu'avec un certain nombre de collègues, j'avais suivi ce dossier à Toulouse, en tout cas depuis une dizaine d'années. Donc on a un recul sur ce qui s'est fait, notamment sur les aspects de Toulouse et de Lyon. Alors c'est vrai qu'à certains moments historiques, je pense qu'il y a une douzaine d'années, il y avait des modules qui étaient obligatoires dans les UFM. Et donc là, il y a des futurs enseignants et enseignantes qui ont pu être formés, et puis en fonction des changements ministériels et des priorités politiques, ces enseignements obligatoires sont devenus optionnels, et c'est là que finalement les problèmes commencent à se poser, parce qu'en fait ce qui s'est posé là récemment dans les SP, c'est qu'en fait les cours sur le genre se retrouvent en concurrence avec un panel d'options très important, une quinzaine d'autres options sur la laïcité, sur la démocratie, enfin sur je ne sais quoi, sur des tas de thématiques, et de fait il y a une concurrence. Alors soit le genre arrive à rester finalement dans ses propositions, soit le genre disparaît, ou en tout cas du coup il concerne un faible nombre d'enseignants ou de futurs enseignants, et c'est bien ça le problème. Alors c'est vrai que dans un certain nombre d'aspects, on a quand même des collègues, y compris qui sont formés en sciences dures et qui ont ces formations-là sur le genre, qui aimeraient beaucoup donner des cours sur le genre, mais qui ne peuvent pas vraiment le faire. Et en fait, le seul petit coup de pouce politique, enfin ça serait un gros coup de pouce politique, c'est de rendre ces options obligatoires. C'est la seule solution. Parce qu'effectivement, quand on a à choisir entre 20 options, peut-être qu'à la fin, on fera 6 heures de genre dans toute la formation. Donc c'est du saupoudrage, et c'est à peine de la sensibilisation. C'est ça quand même le problème. Le problème fondamental, c'est quand même avoir une exigence politique sur le fait que ce soit obligatoire et transversal et suffisamment important en heures. Parce que quand ça devient obligatoire, d'après les expériences dont je me souviens, c'était quand même un nombre d'heures assez limité. C'est ça aussi, quoi. Alors peut-être pour répondre rapidement à peu près aux 3 points soulevés, je pense que pour comprendre comment intervenir en termes de formation des professeurs à tous les niveaux, la première question, c'est que je ne suis pas certaine qu'il y ait un consensus que ces études de genre soient importantes. Je ne suis pas certaine qu'il y ait un consensus que l'état des inégalités femmes-hommes dans la société française pose un problème majeur. Si on prend le cas de la Suède a fait plusieurs études pour regarder la façon dont les enseignants se comportent auprès des jeunes enfants, a pu montrer qu'il y avait un biais massif d'un comportement vers les petites filles et les petits garçons. Immédiatement, ils ont mis en place un plan de formation pour leurs enseignants. Donc clairement, en France, on manque à la fois de pilotage de la recherche et à la fois ensuite de côté opérationnel de ces recherches pour en faire quelque chose, c'est-à-dire avoir une science intégrée dans la société. Ça, c'est un premier élément de réponse. Donc, il faudrait peut-être déjà commencer par prendre au sérieux les études qui sont produites dans la sphère académique pour qu'on puisse ensuite les diffuser. Sur les sciences qui ne sont pas les sciences humaines, les sciences dures, je voudrais juste dire que dans le cadre de la Cité du genre, avec nos collègues de Paris 7, de Paris 5, de Paris 3, il y a d'autres. À Sciences Po, évidemment, nous n'avons que des sciences humaines, mais nous travaillons à essayer d'élargir au sein de la Cité du genre les études de genre à ces disciplines qui sont moins ouverte à ce champ de recherche, mais ça fait partie de cet objectif qui est extrêmement important pour qu'à la fois en médecine et dans d'autres disciplines, mais en médecine c'est un point extrêmement important, les études de genre se diffusent. Et puis, vous avez parlé des politiques publiques et comment faire pour que les études de genre traversent les politiques publiques. Il y a quand même eu des avancées en la matière. La France a quand même un ministère, normalement, de plein droit, des droits des femmes, qui a une action interministérielle et qui vise à mettre en place des études d'impact quand une loi est proposée. Donc, c'est déjà quelque chose. Il faut encore que ces études d'impact puissent être faites dans de bonnes conditions et avec une possible évaluation, ce qui n'est pas toujours le cas. Moi, je voudrais juste citer qu'avec le ministère des droits des femmes, on a une convention de recherche qui nous a permis de mener une recherche sur la division sexuelle du travail dans les couples en fonction du statut marital. Donc, c'est très technique, je ne vais pas rentrer dedans, mais c'est extrêmement important qu'il y ait ces allers-retours entre la recherche et le ministère des droits des femmes, le service des droits des femmes et d'autres ministères, mais d'autres peuvent être impliqués, bien sûr, pour que cette recherche serve ensuite à être diffusée et à être utilisée, à être mobilisée pour qu'on puisse changer la façon dont notre État social fonctionne. Donc là, je pense qu'il y a encore des pistes, ce sont des petites pistes d'exploration, mais les élargir en matière de collaboration entre la recherche et l'action publique, ça me semble être extrêmement important pour répondre à la question que vous soulevez.
Encore une question, parce que j'ai décidé de vous faire travailler. Voilà. Je fais partie du bureau de la commission spéciale qui travaille sur le projet de loi égalité-citoyenneté. Comment vous verriez, comme ça, à boule pour point, faire inscrire dans ce projet de loi, à un niveau ou à un autre, probablement dans le livret 3, qui est la partie plutôt discrimination, égalité, cette question du genre? Comment vous verriez que ça pourrait apparaître? En tout cas, le mot, déjà. Ça roule pour point, hein, donc vous avez le droit de dire que vous me répondrez plus tard en m'écrivant. Je dirais que si on arrivait à inscrire dans la loi l'indifférence aux différences, ce serait une façon de montrer ce que les études de genre essayent de produire. Voilà, Oui. Vous aviez d'autres... Non, Madame Berger ou Madame Lapère. Enfin, je crois qu'aujourd'hui, effectivement, hein, vous avez mis l'accent sur la formation. Hein, comment aujourd'hui il y a une grande méconnaissance sur le sujet. L'exigence politique hein, serait qu'il y ait des modules obligatoires, mais comme dans beaucoup d'éléments aujourd'hui, enfin. Lorsqu'on parle de la médecine, par exemple les violences faites aux femmes, enfin il y a beaucoup de choses aussi qui devraient être obligatoires, qu'on ne retrouve pas. Et c'est vrai que je crois que c'est un chantier énorme, mais on a tous une responsabilité. Alors ma collègue l'a rappelé, Maud Olivier, nous agissons en législatrice. Mais à un moment donné, nous n'avons pas toutes les clés. Donc nous sommes membres de la délégation des droits des femmes où il y a un très grand travail qui se fait par rapport à chaque loi. Et on essaie de faire avancer des thèmes importants. Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, avec l'ABCD de l'égalité, il y a eu une volonté forte hein, par rapport à la ministre d'instaurer cette égalité entre les femmes et les hommes. Je crois qu'il faut aussi que toutes ces informations descendent sur les territoires, parce qu'il y a des collectivités, il y a des relais qui sont importants. Donc je crois que le sujet est très très vaste. La France doit peut-être rattraper son retard par rapport à d'autres pays. Alors il y a le G7 hein, dans les obligations, le genre est marqué, est indiqué. Donc je pense que là aussi, dans ce cadre du G7, il faudrait... Alors, il y a des engagements de nombreux pays, mais la France est un partenaire aussi qui est présent. Donc, je pense que là aussi, il faudrait qu'on puisse intervenir à ce niveau-là. Merci en tout cas de nous avoir accueillis. Mais si je peux me permettre une dernière remarque, évidemment, ici, nous ne sommes pratiquement que des femmes dans cette salle. Et d'où l'importance, effectivement, de mettre en place des choses qui n'apparaissent pas comme coercives, mais qui soient quand même obligatoires, comme on étudie l'histoire, l'anglais, etc. Car sinon, dans nos masters, dans nos formations, qui sont très pointues, très intéressantes, etc., nous continuerons d'être très majoritairement des femmes et nous ne toucherons pas les publics que nous avons besoin de toucher. Si on veut changer notre société, on a besoin des hommes pour le faire. Et alors, il y a un homme, hein, il y a un seul homme. Mais bon, voilà. Et même nous, en tant que députés, nous avons besoin aussi de convaincre nos collègues hommes sur l'importance des travaux de la délégation des droits des femmes. Voilà. Merci beaucoup. Enfin, je pense que le sujet est tellement immense et que, je l'ai rappelé, hein, on agit à un temps donné, mais je crois qu'aussi on doit transmettre à la jeunesse aussi, et c'est par le biais des universités, des études, et par... voilà. Merci à vous.